C'est parti. Où allons-nous? À Bandol. Qu'est-ce qu'on va faire à Bandol? Rencontrer, te rencontrer, se rencontrer et échanger autour de mon voyage. Oui, je suis à Marseille. Nous sommes le 5 janvier. Je suis rentré pour les fêtes de fin d'année. Passer celle-ci en famille. Je rentre mardi. Nous sommes vendredi. Plus que 5 jours à passer ici. Et il serait grand temps de te rencontrer. Alors avec le concours du port de Bandol qui met gracieusement une salle à ma disposition, à notre disposition, et bien on se retrouve dans une petite heure, 1h30 pour discuter de tout ça, pour se voir à l'amitié, partager. Allez, c'est parti. Ça fait trop drôle, ça fait tout drôle de conduire. Allez, on conduit. Je préfère la barre à roue du Tabasco que la barre à roue de la voiture. En plus, il fait un temps, écoute-moi. C'est fou, il me recule dessus. Lui. Je te jure. Éviter l'accrochage. Il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Il fait pas toujours beau à Marseille. Dans le sud, en Provence, la preuve, il pleut. 11 degrés. Allez, à tout à l'heure. C'est parti. Voilà, tu vois, c'est tout bête, mais quand l'hiver, tu te projettes sur ton futur voyage. Et voilà, on fait les préparatifs avec les gars du port, Albin et Anthony qui préparent l'apéro pour ce soir. Et puis à la régie, là, je peux monter, Damien? Bien sûr. Voilà, salut Damien. C'est l'homme, la technique, d'ici ce que ça donne. C'est super, merci beaucoup. Et de rien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, je suis juste venu vous dire bonsoir. Lancer la soirée, après place à l'aventure. Au nom de Monsieur le maire et Monsieur Rocheteau, le président et directeur général de la Sodero, c'est une excellente soirée. On remercie au passage la mairie qui a répondu comme ça au pied levé présent, notre ami le régisseur qui est derrière, qui va rester avec nous jusqu'à la fin de la conférence. Voilà, donc que des merci, bienvenue, on est ravis d'être là, on a 90 personnes inscrites et vous êtes à peu près la moitié, donc je pense qu'il va en arriver pendant la conférence. Voilà, je cède la parole à Pierrot, puis passer une excellente soirée, et puis derrière il y a un petit quelque chose pour se rafraîchir. Voilà. Partez pas de suite. Ah non, vous partiez. Je reste là. Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Ça fait chaud au cœur. D'autant plus que si pas grand monde était venu, j'aurais eu l'air d'un couillon. Et là, au moins, bon, ça va, j'ai moins l'air d'un couillon, un petit peu quand même. Mais... Alors, ben, pour commencer, bien sûr, remercier M. Ladislas, dont vous venez de faire la connaissance, ainsi que M. Rocheteau, qui est le président directeur général du port de Bandol, toutes leurs équipes de la capitainerie, et ainsi que le régisseur son Damien en haut, qui est de la municipalité de Bandol. Donc merci à tous. Sans vous, cette petite réunion amicale n'aurait pas pu avoir lieu, et c'est bien que ça ait lieu ce soir. Alors, il y aura un timing un petit peu respecté, parce qu'il y a des horaires, évidemment. Il y a 19h30, il faudrait libérer la salle. C'est vrai que quand on tourne la tête, il faut tourner le micro avec. C'est bien. Si on fait ça, ça marche moins bien. Je n'ai pas l'habitude. Le timing de la soirée, je vous propose de regarder un montage fait spécialement pour la soirée, du voyage, en 6 parties, des courtes parties, ça drop, parce que vous avez vu des vidéos longues et vous pouvez retourner les voir, vous savez où, quand vous voulez. Donc là, on a par étapes le voyage, la Méditerranée, de Gibraltar aux Canaries, des Canaries au Cap-Vert, et du Cap-Vert à l'Afrique. Moi, ce soir, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de vous décrire pourquoi je suis parti là-bas, vous amener avec moi ce soir là-bas, vous donner envie d'aller là-bas, mais je ne suis pas là pour vous convaincre d'aller là-bas, je ne suis pas là pour tenir un discours. C'est pour ça que le mot conférence se prête que moyennement à notre petit rassemblement amical ce soir, parce que dans une conférence, on doit convaincre principalement, mais moi, bah, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Ici, il y a beaucoup de plaisanciers, il y a beaucoup de propriétaires de bateaux. Monsieur Ladislas m'a appris tout à l'heure qu'il y avait 14% des plaisanciers de Bandol présents ce soir, enfin inscrits. Là, pour l'instant, il n'y a pas tout le monde. Il m'a même donné des petits chiffres. Mais on s'en fout, en fait, des chiffres. Ce qui me tient le plus à cœur, Thierry, assis-toi, Thierry et madame, salut. Avec le chien, c'est bon. Le chien aussi. Tout le monde est bienvenu à bord.
Donc ce qui me tient le plus à cœur, c'est de vous amener en Afrique, de vous décrire l'Afrique, parce que c'était, et c'est mon coup de cœur surtout, et parce qu'avant, on va en parler quand même, mais ça reste l'Europe jusqu'aux Canaries, archipel des Canaries qui est formidable. Après le Cap-Vert, c'est déjà les portes de l'Afrique. Donc 5 parties, 5 petits films de 5 minutes environ. À l'issue de chaque projection, on interagit, vous pouvez me poser des questions, je peux apporter des précisions, des petites explications, mais surtout poser des questions, n'hésitez pas, de toute nature que ce soit, le voyage, l'itinéraire, l'organisation, l'anticipation, la préparation, le pendant, pour ces étapes-là, tous les aspects techniques, je veux dire, pas tant techniques liées à la technique du bateau, mais à la navigation, à la météo. Moi, je ne vous apprendrai pas grand-chose aux gens qui sont certainement plus expérimentés que moi ici, mais on partage. Voilà, on est là pour ça, une fois de plus, partager. Voilà Damien, la première partie. Donc là, on part de Bandol et on va jusqu'à Gibraltar, on traverse la Méditerranée. Le but, c'était de traverser, donc on part en mai 2022. Et le principe, c'est de traverser la Méditerranée le plus rapidement possible. Parce que la Méditerranée, je connais un petit peu, j'ai un peu baroudé, non pas partout, parce qu'elle est très grande et très belle, mais je ne voulais pas trop m'y attarder. Je m'y suis un peu attardé parce que j'ai eu un équipier, Michel, comme sur les images, qui était en vacances et qui voulait un peu traîner dans les Baléares. Donc on a un peu traîné dans les Baléares, mais mon vœu, c'était d'aller assez vite en Méditerranée. Donc allez, on est parti. De Bandol, de Tabasco. Bonjour Bandol, c'est pour vous signaler au départ. Merci beaucoup, on fait toute une bonne navigation. C'est parti donc, direction Mahon, c'est-à-dire Minorque, les Baléares. Je franchissais le détroit de Gibraltar, puisque l'année précédente, j'avais tenu à me rôder, à aller voir un petit peu comment se comportait le Tabasco, et surtout moi-même, en Atlantique, et j'étais allé passer la saison en Algarve, au Portugal. Donc, le gros souci là qui se présente, ce sont uniquement les orques. Il y avait, et encore en printemps 2022, enfin mai 2022, début juin, il y avait un peu moins d'interactions que ce qu'il y en a eu par la suite, mais il y en avait déjà. Donc là, le gros coup de cœur en Méditerranée, je le conseille pour ceux qui ne connaissent pas, et moi je ne connaissais pas, c'est l'archipel des îles Cabreras, donc au sud-est de Majorque. C'est assez compliqué parce qu'il faut réserver sur Internet avant, et on ne peut y passer qu'une nuit. C'est ce que j'explique succinctement là. J'espérais un peu gratter, rester une nuit et demie, mais non, les gardes viennent et vous dites hop, il faut dégager maintenant. Donc l'archipel Cabrera, très bien. Pour le reste, avez-vous des questions sur la Méditerranée, ou alors on file direct sur les Canaries. Alors, à Gibraltar, on récupère Jean. Il devait y avoir un autre micro, Damien, on a oublié. Vas-y, attends. Quand on quitte la Méditerranée, quand on arrive dans l'océan, est-ce que forcément c'est deux mers qui vont rentrer l'une dans l'autre? Est-ce qu'il y a des courants particuliers? Est-ce que ça bouge particulièrement ou on ne se rend même pas compte qu'on a quitté la Méditerranée? Le passage de Gibraltar est assez inquiétant pour des marins, des plaisanciers qui ne l'ont jamais fait, qui ne l'ont jamais franchi. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs types de courants, notamment deux, on va simplifier quand même à l'extrême. Il y a le courant des marées, et il y a le courant de Méditerranée qui est un courant un peu plus en profondeur. Donc il y a des horaires de marée et qu'il faut bien respecter pour évidemment essayer de sortir à la compagnie de cette marée-là et du vent. Et souvent ça peut être un peu contraire, le vent là. Donc c'est quand même une petite inquiétude que de sortir de Méditerranée et de franchir ce fameux... S'ajoute à cela le rail de navigation. Il y a des voies de circulation maritime pour les gros tankers, mais à respecter, que nous ne devons théoriquement pas couper, mais on le fait quand même presque tous, et surtout depuis que nous avons le problème des orques, parce qu'il est conseillé de longer les côtes pour essayer, pour espérer les éviter, donc soit la côte espagnole, soit la côte marocaine. Certains prennent l'option de traverser Gibraltar vers le Maroc et longer les côtes marocaines, et d'autres, c'était mon option, de longer les côtes espagnoles, mais après, ne pas trop s'éloigner au large, et si l'on veut respecter la réglementation maritime et ne pas couper les fameuses voies navigables, on doit tirer au moins 40-30 000 au large, et là on est sujet aux orques. Donc là, on va le voir là, je coupe ces voies navigables montantes et descendantes. C'est pas tout à fait la question, mais sur les courants et tout ça, ça en fait partie. Couper ces voies de navigation, ça veut dire bien sûr une extrême vigilance. Parce que eux, des boules, c'est 14, 16, 18 nœuds,
voire 21 pour certains, et ils sont immenses. Et nous, on marche à 4 à 6 nœuds grand maximum sur Tabasco, on va tranquille, on va pas très vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah mais Jean-Louis, tu as bien fait de parler le premier. Jean-Louis, vous allez le voir bientôt, c'est le copain, l'ami d'enfance, qui est venu me rejoindre en Gambie, passer 7 ou 8 jours avec moi, on va l'apercevoir dans la vidéo. C'est ce monsieur. Tu as bien fait de parler, parce que j'avais prévu de le dire, mais j'aurais peut-être... Le village est magnifique parce que l'île est sauvage, évidemment c'est volcanique. Il y a juste un tout petit village, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de voiture, c'est vraiment paisible à l'extrême. Très très agréable d'arriver, de rentrer dans l'archipel canarien par le Grand Sousia, qui plus est au nord-est, donc logiquement l'étape d'accès quand on arrive aux Canaries. Donc nous y voilà. Bon là dans ces brèves vidéos, je me suis attaché un peu, surtout au début, à montrer des images de navigation parce qu'on est des amoureux de la mer, de la voile, du bateau, donc il y a beaucoup d'images de vie à bord et de navigation. Pour ce qui est l'aspect tourisme et tout ça, bon, bah, les vidéos entières sont bien sûr toujours sur YouTube. Donc voilà, des questions. On avait pas jusque là. Ah oui, Bien. Mon amie québécoise. Alors, si vous avez vu les vidéos, quand une fois j'étais allé au Québec en vacances, c'est rien à voir avec le bateau, mais j'avais organisé une rencontre. Et, voilà, merci. Ce sont Luc. Et on s'est connus à Calvi. Et on s'était connus avant au voyage à Calvi. Et puis quand il y a une petite communauté de Québécois, Canadiens, Montréalais qui les regardent la chaîne. Et donc c'était avec plaisir. Et puis ils sont venus s'installer dans le Midi. Oui. Alors, allons-y. Moi je présente les gens, on est en famille, on est entre amis. On se demandait à partir d'où il y a. C'est quand on a traversé Gibraltar, à partir d'où on n'est plus en danger par rapport aux orques. La réponse que je pourrais te fournir ne sera valable pour l'instant T, parce qu'il se trouve que cette famille, cette famille d'orques, ce serait une famille ou deux d'orques qui attaqueraient les plaisanciers, les voileux principalement, se déplacent beaucoup. Il y en a probablement plusieurs parce que ça remonte jusqu'en Bretagne actuellement. Bon là en ce moment, je ne suis plus trop l'actualité de ce phénomène très regrettable parce que c'est vraiment préoccupant et très inquiétant. J'avais rencontré, quand je revenais du Portugal, à Barbate, un port où vont beaucoup de bateaux sinistrés par les orques, un jeune homme qui était suédois et qui avait été attaqué à la sortie du port de Tanger, voilà, à l'époque. J'en ai croisé, là, je ne sais pas si on le voit là, mais je m'en souviens, on en a croisé dans l'archipel des Canaries, Steph était encore avec moi, mais inoffensif. Là, j'avais eu très peur. À 100 mètres, elles sont passées derrière le bateau, elles sont parties. Il y a des orques aux Canaries aussi, mais pas des orques belliqueuses, celles-ci. Voilà. Donc là, eh bien, on va maintenant visiter un petit peu les Canaries, brièvement. Oui, je t'en prie. Quelle taille fait Tabasco? Alors, Tabasco est un voilier de marque Beneteau, c'est une série Oceanis, et c'est l'Oceanis 34, donc il fait 10 mètres de long pour 3,65 m de large. C'est le plus petit des grands bateaux et le plus grand des petits bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce genre de voyage, c'est le plus petit bateau que l'on voit au mouillage. Il y en a quelques-uns de plus petits, mais ce sont souvent des jeunes gens qui, avant les études, partent à l'aventure, ils ont moins besoin de confort. Moi, j'ai quand même besoin d'un petit peu de confort, un bon matelas pour récupérer la nuit et tout ça. Et des gens qui partent en voyage comme ça, au grand voyage, ont à peu près ce profitage. Enfin, il y a tout type d'âge, mais ont des bateaux un peu plus grands que 10 mètres. Voilà. Et 10 mètres, donc. Alors, quand on croise des gens, des jeunes qui ont des bateaux de 8 mètres, ils me disent oh, 10 mètres, c'est un grand bateau, 10 mètres. Mais la plupart des gens qui ont des bateaux de 11 mètres, 11 mètres 92 mètres, voilà, et beaucoup de catamarans aussi maintenant, beaucoup, me disent oh là là, dans ton petit 10 mètres, tu dois te faire secouer quand même en mer et tout ça. Ce qui n'est pas faux non plus. Tout est question de budget, toujours. Alors maintenant, ben voilà, je vous amène visiter brièvement, enfin rapidement toujours, l'archipel des Canaries. Et nous allons accueillir encore Alex qui est là-bas. Il me fait la joie d'être là ce soir. Alex qui était venu nous rejoindre là. Allez, on est parti. Du sable. Nous y étions en juin, il faisait frais. Très souvent, on le voit, on a des sweatshirts. C'est l'Europe, et ça reste la porte de fermeture de l'Europe. Une fois qu'on quitte les Canaries, on quitte l'Europe. C'est très joli. Je ne sais pas combien il y a d'îles, enfin j'ai oublié, il y en a 7 ou 8.
Toutes sont à voir. Moi, je n'en ai vu que 3 ou 4. Il faut du temps, beaucoup plus de temps. J'avais du temps, mais j'avais envie d'aller au Cap-Vert et de moins traîner aux Canaries. Au niveau navigation, donc, je l'ai dit, comme c'est monté, c'est assez tendu. Au niveau mouillage, il y a très peu de mouillage. Il y a beaucoup de fond. Ce sont des îles volcaniques principalement, donc ça veut dire côte à corps et beaucoup de fond. Il y a quelques mouillages connus, quoi, donc, tels que ceux que j'ai pratiqués là. Sinon, c'est des ports selon les saisons. Je veux dire par là, quand on approche de la saison des transats, octobre, novembre, décembre, les ports sont complets. Donc c'est un peu compliqué. Quand je dis c'est la porte de l'Europe et du confort, c'est à 2 niveaux. Formalité administrative, on va y revenir. Lionel m'a posé la question tout à l'heure. Comme on est en Europe, c'est très pratique. On arrive, on va à la capitainerie, on fait comme si on va d'ici au Lavandou, c'est la même chose. Donc ça c'est super parce qu'après on va voir que ça peut se compliquer et sévèrement selon les pays. Et deuxième aspect, l'avitaillement, la nourriture, on reste dans nos habitudes. On est en Espagne, les supermarchés c'est abondant, les restaurants il y en a partout. Et on va voir qu'après, ça se complique, c'est pas le cas non plus. Mais c'est ça la beauté du voyage. Donc on ne quitte pas, des questions sur les Canaries. Pas de questions. On a le temps quand même, mais pas monsieur Ladislas. Alors là, ça va être pointu. Non, je vais prendre le faire. Non, mais je sais pas. Réponse rapide. Non, tu pars tout seul du port, donc. Oui. Proportionnellement, sur l'ensemble de tes navigations, combien de temps tu as passé tout seul et combien de temps tu as passé avec des équipiers? Alors, merci de la question. J'ai été accompagné de Bandol jusqu'à la Gomera, non pas la Gomera, l'île d'Amand. Là, on l'a vu par Stéphanie et quelques équipiers, puis des filles qui sont venues me voir pour prendre de bonnes vacances. Et à partir des Canaries, j'étais seul. Et depuis, je suis seul. Voilà. Donc, la question, c'était un pourcentage de temps, je ne sais pas quoi, mais voilà, sur le trajet. Alors, probablement que les Canaries, étant encore l'Europe, les vols sont assez faciles, assez rapides, peut-être moins chers. Je ne suis pas un expert du prix du coût des billets d'avion. Quand on arrive au Cap-Vert, c'est un petit peu plus loin, un petit peu plus compliqué. Il y a une escale à faire en Espagne aussi ou au Portugal. Je l'ai fait 2 fois rentrer du Cap-Vert en avion. C'est un peu plus cher, un peu plus compliqué, donc les équipiers viennent moins volontiers. Moi, ma position par rapport à ça, c'est que tout le monde est le bienvenu à bord, mais je suis aussi très bien tout seul. Et pour naviguer, évidemment, enfin pas évidemment, mais l'équipier qui vient à bord est un plus, parce que c'est une compagnie, c'est agréable, c'est un partage, c'est tout, mais je ne recherche pas forcément un excellent navigateur. Je ne recherche rien, mais je suis plus attentif à un excellent cuisinier, ça oui. Navigateur, parce que je sais un peu naviguer, je déteste cuisiner. Et donc je ne sais pas le faire non plus. Et donc voilà pour l'aspect. Et donc après au Cap-Vert, c'est compliqué pour venir en avion, mais en avion, et en Afrique encore beaucoup plus. Et donc hormis Jean-Louis qui est venu me rejoindre en Gambie, mais c'était pas facile. Plus personne n'est venu, mais en même temps, on n'est jamais seul. On est seul pendant les traversées, pendant les navigations. Ça ne me dérange pas. Je trouve même, j'y prends même beaucoup de plaisir à être seul et naviguer seul. Mais dès qu'on arrive au mouillage, parce que le but, moi, de mes voyages, ce sont les rencontres. Ce sont essayer de me retrouver dans des sites très jolis, mais surtout aller rencontrer les gens. Et de ce fait, je ne suis jamais seul. Et surtout en Afrique, jamais. Oui, le soir, pour aller me coucher, me reposer, me détendre, mais dans la journée, il y a toujours des amis, toujours des gens, toujours des invitations. Et en fait, on navigue seul, mais on n'est jamais seul. Comment pouvait se passer la gestion du sommeil de la nuit quand on est en solitaire comme ça? Voilà, très bonne question. Alors, tout dépend où on se trouve, tout dépend où je me trouve, parce que moi je vais là répondre à ta question, et c'est moi qui réponds. Après, il y a des théories, il y a pas des techniques, mais on dit qu'il faut faire comme ça, mais chacun fait comme il veut. La nuit en Méditerranée, j'ai fait beaucoup de traversées en Méditerranée, dans tous les sens presque. Je dormais 20 minutes et je me tais le coquetier. Le coquetier sonné, je me réveille, je check l'horizon. Une fois que je suis réveillé, j'ai plus sommeil immédiatement. Donc ça dure encore 20 minutes, 1 heure, je fais ce que j'ai à faire et puis je m'en couche 20 minutes comme ça. En Atlantique, pour être très sincère, à partir du moment où je suis parti là, jusqu'aux Canaries, on était en équipage. Donc on a fait des cartes, on était 3. Quand nous étions 3 avec Fabrice et Steph, on faisait des cartes de 2 heures. Steph, Peucherette, elle était beaucoup malade, donc elle rentrait moins dans les cartes. Mais après, mon organisation à bord n'est pas drastique. Elle n'est pas paramilitaire.
c'est au feeling. Toi, tu es plus de soirée, donc tu vas faire la soirée et moi je vais aller me coucher parce qu'en fin d'après-midi je suis fatigué. Et toi, vers 1h du matin, tu vas piquer du nez, vite, non, tu viens me réveiller, tu dis bien, je suis un peu fatigué, moi je prends la relève. Et puis à 6h du matin ou 5h du matin, c'est moi qui piche, je dis, tu te sens, je viens te réveiller. C'est comme ça que ça se passe plutôt des cartes organisées. Ça, attention, c'est valable sur des courtes traversées, 2, 3, 4 jours. Sur une transette, 10 jours ou plus, il vaut mieux mettre en place une organisation drastique. Parce que sinon, ça part en librine. Rapidement, il y en a un qui va dormir plus que l'autre, ça peut créer des tensions. Maintenant, moi j'ai fait les 3/4 de la nuit, sur une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, ça peut créer des tensions à bord. Et des tensions à bord sur des traversées de plus de 10 jours arrivent vite, ou peuvent arriver vite. Même entre très très bons copains, voire amis, pas des tensions de l'adversité, de l'animosité, non, mais des petites tensions, il faut essayer d'appeler tout ça. Donc pour la nuit, en équipage sur une traversée de plus de 10 jours, d'écart à l'avance. Et si on fait des cartes tournantes, c'est mieux. Pas toujours la même heure pour chacun. Tous les jours, on fait pouce-pouce, on décale. Quant à moi, en solitaire, à partir du Cap-Vert, j'observe, je pars, et là, je vois aucun bateau, aucune navigation autour de moi, aucune circulation, rien. Donc, je m'accorde des sommeils de 2 heures, en grande majorité. Nous, on est sur 2 heures sur les 24 heures, pas sur la nuit. On rentre dans un espace temporel différent. La journée fait vraiment 24 heures. Ce qui veut dire que, par exemple, on commence la journée à 8h du matin, enfin, partons à 8h du matin. À 9h, je pique du nez. Mais je m'accorde maximum 2 heures. Je mets le cocotier à 2 heures. Il est rare que je dorme les 2 heures. À midi, ça se reproduit. Pouf, je refais une sieste. Et je fais des siestes tout le temps. Ce qui fait qu'à 10h du soir, la nuit est là, ou elle est là bien avant, mais je n'ai pas forcément sommeil. J'ai sommeil à 11h. Je repique du nez. Je fais 2 heures. Voilà, toutes les 24 heures comme ça. Et au bout de 2 heures, selon le moment de la journée, je me réveille, je n'ai pas forcément envie de redormir de suite. Le plus fatigant en mer, pour moi, c'est à partir de 4 heures du matin. Jusqu'à 3 heures, je dors 2 heures, je me réveille, et des fois je reste 1h30 éveillé. Je fais un café, je tourne, je regarde, je fais mes petites séquences vidéo, je commente. Alors il est 3 heures du matin, nous sommes à tel endroit, la mer est comme ci, la mer est comme ça. Vers 4 heures du matin, ça devient vraiment. Et là, on peut piquer du nez. Et je mentirais si je ne disais pas que parfois j'ai piqué du nez, j'ai pas entendu le petit cocotier. Pourtant, je le mets à côté, là. Toujours. Quand je l'entends, il est à côté, ben, je l'entends pas. Et je me réveille comme ça, effrayé, et je vois, c'est les 6 heures. J'ai dormi 2 heures de plus. Et ça, c'est pas bien. Si je ne veux pas le dire, je ne le dis pas, je le cache, mais je suis pas sincère. Ça a dû arriver à beaucoup. Mais on s'organise comme ça, voilà. En Atlantique, on voit vraiment pas grand. Déjà en Méditerranée, pour tous ceux qui ont fait des traversées, on connaît les horaires des ferries, le matin, enfin, le soir, en début de nuit, le lendemain matin. Mais dans la nuit, il arrive de croiser des bateaux ou quoi, mais on n'en croise pas 10 sur une traversée, d'ici à la Tunisie, d'ici à la Sardaigne ou à la Corse. En Atlantique, il y a des périodes de 4 jours où j'ai vu aucun bateau. Donc voilà comment je m'organise la nuit.